Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui me passionne, le pouvoir du rituel en événementiel. Que ce soit dans l'univers personnel ou professionnel, les rituels ont cette capacité de donner du sens, de créer du lien et de marquer les esprits. Mais qu'en est-il dans l'univers de l'événementiel ? Alors pour cela, je vous propose aujourd'hui d'accueillir Laurence de la société Sésame Cérémonie qui a ce pouvoir d'écriture, de création sur mesure de cérémonies. Et avec elle, nous allons voir comment mettre en place les symboles dans tous les moments de notre vie. Allons-y. Bonjour Laurence. Salut Cassandre. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Talk de Cassandre. Tu es spécialiste de l'écriture, de la mise en scène de cérémonies sur mesure. Cérémonies que ce soit pour le mariage, le deuil, la transmission et même en entreprise. C'est vrai que les cérémonies maintenant, elles existent depuis toujours, mais elles ont une réelle influence sur nos vies, elles structurent nos vies, notre société. Et aussi, on les voit apparaître de plus en plus dans l'univers de l'entreprise. Donc j'avais envie qu'on aborde ensemble ce sujet aujourd'hui. Donc je te propose qu'on démarre tout de suite notre échange. Et pour cela, je te propose de te présenter et de nous faire part de ton parcours. Ok. Alors, je m'appelle Laurence, 45 ans moins, pas beaucoup. Avant d'entreprendre, j'ai un parcours d'une dizaine d'années alors j'ai un peu essayé plein de choses. D'accord. J'ai travaillé dans un ministère, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil, j'ai travaillé ensuite dans un grand groupe du CAC 40 dans les ressources humaines, où j'étais responsable de la diversité. Il y a toujours eu un fil conducteur autour de comprendre les humains, savoir ce qui les anime, savoir ce qui les engage, comment est-ce qu'on les mobilise. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai pas tout plaqué, mais disons que je suis quand même partie autour de mes 30 ans pour faire un grand voyage autour du monde. Okay. Et j'en suis revenue avec plein d'idées, avec une envie d'entreprendre qui était déjà là, mais qui avait grandi. Et puis surtout, il y avait un carrefour entre ma vie perso et puis ce que j'ai pu justement vivre pendant ce voyage, où j'ai été très sensibilisée à plein de façons de célébrer, de signifier, d'aimer, de se relier. Voilà. Et en fait, j'en suis revenue avec l'idée d'un drôle de métier qui, pour le coup, n'existait pas tellement, en fait, en France. Enfin, j'ai découvert après qu'on était 3-4. Ok. Donc, à cette époque-là, on est en 2012 à peu près, fin 2011, début 2012. Et donc là, je crée ma première entreprise qui s'appelait Cosmic Day à l'époque. Et l'idée, c'était de créer des espaces. Je partais du constat, en fait, qu'on avait tous... Finalement, il y avait quelque chose de très universel à l'instinct de célébrer, mais qu'on ne se reconnaissait pas tous dans les protocoles traditionnels, dans les codes de célébration qui nous sont proposés, et qu'on avait peut-être besoin de réinventer ces codes-là, de se réapproprier des choses pour créer vraiment des espaces de célébration symboliques qui fassent sens pour nous et qui donc nous permettent de vraiment vivre ces passages, vivre ces transformations en étant fidèles à qui on est. Donc voilà, en créant Cosmic Day, c'était ça l'intention. Ça n'existait pas tellement, donc finalement j'en ai un peu dessiné les contours comme j'imaginais. J'avais pas du tout envisagé d'être célébrante à l'époque. Ok. Je pensais que j'allais créer en fait ces espaces de célébration, écrire la structure, écrire les textes, accompagner les uns les autres, mais j'avais pas imaginé qu'on allait me demander de les célébrer. Et finalement, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est comme ça que je suis devenue finalement ce qu'on appelle aujourd'hui officiante de cérémonie. Tout à fait. Et ça s'est plutôt développé pour les particuliers et plutôt d'abord dans le cadre du mariage.
Donc j'ai fait beaucoup de mariages. Mais j'ai jamais voulu être prestataire de mariage, par exemple. D'accord. Je me suis toujours dit, non, vraiment, et je l'ai été, et je suis très contente de l'être, voilà, mais pour moi, c'est pas que. C'est-à-dire que mon métier vraiment va bien au-delà d'un domaine en particulier. C'est vraiment l'idée d'accompagner sur des moments de passage. Donc voilà, donc je reviens au parcours. Donc j'ai créé Cosmic Day. Ensuite, donc pendant 7 ans, j'ai été solo. Ensuite, je me suis associée pendant 5 ans et j'ai créé un collectif d'officiants de cérémonie. Où on était quand même toujours aussi dans le mariage et aussi un peu dans la formation des officiants. Et cette association a pris fin 2023. Et donc moi, j'ai recréé, donc dans la continuité, mais aussi dans un esprit d'ouverture, j'ai créé Sésame. Aujourd'hui, mon entreprise, c'est Sésame Cérémonie, et j'ai ouvert des nouvelles portes. Exactement. Je t'ai piqué ta punchline. C'est ça. Désolée. Et voilà, et donc Sésame, c'était l'idée un peu de me réaligner déjà suite à cette séparation, mais aussi c'était vraiment l'idée de revenir à justement la célébration de tous les moments qui, moi, me semblent importants à célébrer. Donc, chez les particuliers, je célèbre à la fois les mariages, les naissances, les deuils notamment, mais il y a d'autres sujets qui m'intéressent. D'accord. Et puis, c'était aussi l'envie de revenir finalement à l'entreprise et à proposer des célébrations aussi dans un cadre professionnel. Et ça, on va le développer juste après. Pourquoi les rituels sont si importants dans les grandes étapes de notre vie et dans les événements qu'on traverse? Alors, je disais, pour moi, c'est un instinct qui est assez universel. D'ailleurs, c'est ce que je trouve très beau, moi, dans la cérémonie, c'est qu'il y a quelque chose qui, en fait, parle de notre humanité. Parce qu'en fait, dans toutes les cultures quasiment du monde, alors il y en a qui sont plus riches que d'autres en rituels, mais quasiment dans toutes les cultures, il y a vraiment un instinct de célébrer les grands moments de sa vie, que ce soit les naissances, que ce soit la mort, que ce soit la plupart du temps l'idée d'une union. Et en fait, moi j'ai longtemps cherché une baseline justement pour Sésame et finalement ça a été très simple, ça a été célébrer, révéler, relier. Et pour moi c'est vraiment l'idée de célébrer, ça permet de révéler, c'est-à-dire que c'est vraiment ces moments dans lesquels en fait s'exprime une identité, dans lesquels on peut dire des choses qui font sens pour nous. Dans lesquels on peut aussi ancrer vraiment ces transformations. C'est-à-dire que le rite a ceci d'un peu mystérieux et de magique d'ancrer en fait les transformations. C'est-à-dire que ça les rend réelles. Et en fait, on a l'impression que ça ne change rien, parce que ça ne change rien dans un quotidien ou dans une vie quotidienne, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et ça permet ça. Donc révéler et ancrer, et puis il y a vraiment l'idée de se relier. Pour moi, c'est vraiment hyper important que dans ces moments-là, en fait, on se projette pas forcément d'ailleurs dans cette dimension des choses, mais ça permet vraiment de se relier parfois à soi-même, mais surtout aux autres. Et à une communauté aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de faire reconnaître par sa communauté un passage, quelque chose s'est passé, notre communauté en a été témoin, et ça crée des liens puissants. Voilà. Puissant, exactement. Ouais. Tu parles de cérémonie, de rite, de rituel. Quelle différence fais-tu entre tous ces termes? Alors pour moi, le rite, en sanskrit on dit ça vient de rita, qui veut dire plus semblable à l'univers, c'est-à-dire il y a quelque chose de plus grand que nous. Et pour moi, le rite, il y a vraiment cette idée que c'est l'esprit en fait d'un passage. Justement, c'est ce truc un peu universel, invariable aussi dans le temps. C'est-à-dire que de tout temps, on célèbre les naissances, les deuils, etc. Donc c'est vraiment l'esprit en fait de la célébration. Le rituel, pour moi, il y a quelque chose de plus concret. C'est-à-dire, c'est la manière dont on va par des gestes symboliques, par des choix plus concrets, comment est-ce qu'on va manifester en fait cette intention, comment est-ce qu'on raconte ce passage à travers des éléments concrets. Voilà. Ok. Après, on peut faire aussi peut-être la différence entre
des rituels culturels, traditionnels, et aussi des rituels un peu plus sur mesure. Comment on peut aussi faire cette différence-là? Comment on peut faire cette différence-là? On peut s'inscrire dans un... Enfin, il peut y avoir un espèce de milieu, parce qu'on peut s'inscrire dans un rituel traditionnel tout en se le réappropriant. Dans l'idée du... Enfin, moi, quand je pense à un rituel traditionnel, je pense à des protocoles. Alors, si on prend l'exemple du mariage, tout à fait. on a voilà, les rituels qui sont proposés par l'Église, par exemple, ou par de toute façon les institutions religieuses en général. On a aussi des protocoles civils. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on s'inscrit. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vraiment le modifier. On s'inscrit dedans et on est plus dans la position de recevoir quelque chose finalement. De recevoir, alors que ce soit un sacrement ou que ce soit... on reçoit ce protocole dans lequel on s'inscrit, alors que quand on crée sur mesure un rituel finalement, ou un rite ou de célébration, il y a plus l'idée il y a plus l'idée d'engagement finalement, et il y a plus l'idée de sens, parce qu'en fait on le construit en fonction, c'est le mouvement inverse, quoi. C'est-à-dire qu'à partir de son histoire et de ce qui fait sens pour nous, on construit le rite. Donc voilà, il faut un peu d'audace, il faut avoir envie de vivre ça, mais c'est pas la même expérience, je pense, de passage. Et justement, quels sont les bons éléments, les éléments qui constituent un rituel? Est-ce que ce sont des gestes, des mots? Qu'est-ce qui compose un rituel? Alors, qu'est-ce qui compose un rite dans le sens de l'ensemble de la célébration? Effectivement, il va y avoir les mots, bien sûr. Il va y avoir l'idée de symboles, de gestes symboliques. Il va y avoir la musique. D'accord. Il va y avoir des participations, des prises de parole. Enfin, en tout cas, l'idée que les personnes qui font partie de cette communauté puissent participer ou puissent prendre part à un moment donné au rite. Et après, l'idée de rituel, alors en fait, en particulier dans le mariage, il fait débat, en fait, en tout cas ce mot, parce qu'on a parfois l'impression qu'on est presque obligé de réinventer une espèce de petite mise en scène un peu particulière d'un moment rituel, alors que finalement, dans un rite, justement, parce que le rite, tout devient rituel, c'est-à-dire que tout devient... un geste qui va être... Il y a la notion de sacré qui est importante en fait. Parce que dans le cadre du rite, tout ce qu'on va y faire devient sacré. Pas au sens de sacré religieux, mais au sens de ça devient précieux, c'est reconnu par tous et ça devient un peu incontestable, quoi. Il y a cette notion-là dans tout ce qui est rituel dans ce moment-là. C'est très clair. Tu en parlais en introduction. On a tendance à voir les rituels mis en place pour un mariage, pour des funérailles. Mais dis-nous un petit peu plus comment tu peux inscrire un rituel dans un univers professionnel. Ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense et c'est aussi des termes qui font un peu peur, je pense. Tout à fait. Dans l'univers professionnel. Et d'ailleurs, on va peut-être plus parler de célébration que de rituels ou même de cérémonies. J'ai déjà essayé de parler de cérémonie dans un univers professionnel. On m'a regardé. Alors, c'est qui la sorcière? Je pense vraiment que moi, je suis assez convaincue que c'est quand même utile dans un monde professionnel. Déjà parce qu'on vit dans la vie d'une entreprise, il y a des passages. Il y a des passages importants qu'on a à cœur de célébrer. Il y a des dates symboliques tout simplement, mais il y a aussi des moments de changement d'identité, de direction. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des grands changements. Alors c'est des changements qui sont symboliques, c'est-à-dire que c'est pas c'est un peu la même chose que dire il y a les anniversaires, ça célèbre, ok, mais il n'y a pas forcément la même dimension symbolique qu'une naissance. Bien sûr. Voilà, et donc dans une entreprise, il y a aussi des grands changements comme ça, mais un départ ou une transmission d'entreprise, par exemple, peut l'être, et souvent c'est des moments qui sont un peu sensibles, qui sont un peu touchy comme ça, et dans lesquels on a besoin de raconter, on a besoin de mettre un peu de sens dans ce moment-là.
Voilà, des changements d'identité, mais ça peut être aussi des choses comme des départs à la retraite. Ça peut être quand il y a, je sais que ça c'est un sujet assez tabou, mais quand il y a le décès d'un collaborateur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, donc il y a ces changements-là. Et il y a déjà des moments dans lesquels on célèbre, mais je crois qu'on est un peu dans un moment un peu charnière parce qu'il y a aussi tout un contexte nouveau à prendre en considération. Il y a la génération qui arrive sur le marché du travail qui n'a pas du tout la même manière d'envisager l'environnement professionnel, qui cherche une flexibilité, qui cherche, oui, une vie pro, vie perso bien équilibrée, mais qui en même temps n'a pas forcément une frontière, mais pas une frontière très étanche entre ce qui anime du côté perso et ce qui anime du côté pro. Il y a vraiment cette quête de sens qui est très présente aujourd'hui. Voilà, on ne choisit plus du tout une entreprise par hasard, que ce soit en tant que collaborateur, que ce soit en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur, que consommateur. Donc il y a vraiment ce besoin de sens, il y a besoin de se reconnaître dans des valeurs. Donc tout ça, ça change un peu les choses. Après, il y a aussi l'IA ce sujet. Oui, qui change un peu le rapport à l'humain et le rapport à la valeur des tâches, etc. Et puis il y a aussi un peu cette incertitude globale, cette instabilité qui nous cerne un peu. Et voilà, et tout ça fait qu'aujourd'hui, moi je crois beaucoup à l'idée qu'on a au contraire besoin de prendre le contre-pied de tout ça et de se dire, ok, il nous faut des moments dans lesquels notre humanité s'exprime, et y compris dans le monde professionnel, parce que c'est aussi des moments dans lesquels on marque les mémoires collectives et on ancre les transformations. C'est aussi des moments dans lesquels on engage, parce que moi je ne crois pas que l'idée d'engagement et l'idée de performance se décrètent. Je crois qu'on a besoin de la susciter, et c'est à travers aussi des moments comme ça où on raconte une histoire, où du coup on provoque, en tout cas on suscite ce sentiment d'appartenance aussi. Moi j'ai envie de savoir pour qui je bosse, j'ai envie de savoir quelle est la valeur de ma mission, comment est-ce qu'on me considère, comment est-ce que ça s'inscrit dans une histoire qui fait sens pour moi. Et donc tout ça fait que je crois beaucoup à l'idée que des cérémonies, l'idée de symbole en tout cas puisse s'inviter, et l'idée d'émotion aussi, puisse s'inviter en entreprise aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est. Et alors, quelle est la réaction des collaborateurs? J'imagine que c'est, comme tu le disais, c'est quelque chose encore d'étonnant au début, mais peut-être que leur avis change en cours de route. Est-ce que tu as des exemples là-dessus? Des exemples de célébration en entreprise, par exemple, ou voilà, peut-être que les collaborateurs au début, comme tu disais, c'est qui cette sorcière, et puis finalement ils se sont pris au jeu de la cérémonie, de la célébration, et en fait ont complètement changé d'avis au fur et à mesure. Mais ça dépend beaucoup du domaine d'activité et du type aussi d'entreprise. Parce que j'ai deux exemples en tête là justement qui sont hyper différents. Un exemple dans justement une grosse boîte du CAC 40 avec que des ingénieurs dedans, et quand j'avais participé à une mission qui était aussi portée par un cabinet de conseil en transformation, enfin conduite du changement, qui accompagnait une équipe sur la redéfinition un peu de son identité culturelle, et puis comment est-ce qu'elle allait travailler à la fois avec les partenaires internes, mais aussi avec les partenaires, les clients, etc. Et vraiment se redéfinir comme ça. Et donc, moi, je devais donc célébrer l'issue de ce projet-là. D'accord. Et je me souviens qu'effectivement, il y avait toute une phase de préparation, mais quand je suis arrivée et qu'effectivement, on a commencé à parler de cérémonie, de célébration, etc. Et donc, c'est-à-dire... Et il y avait un côté, mais on va nous faire des trucs hyper ésotériques, on va aller embrasser les arbres dans la forêt, ça va être très bizarre. Et en fait, donc c'était rigolo. Donc, je pense que c'est aussi, ça m'a aidé en tout cas d'avoir une expérience en entreprise, parce qu'il y a un langage auquel j'ai aussi pu m'adapter, mais à force de préparer et puis de les inviter à travers des choses qui ne sont pas du tout des trucs illuminés,
mais de donner du sens quand même et de replacer du symbole dans ce qu'ils allaient vivre et d'organiser un peu cette bascule, justement, ce moment de passage pendant cette célébration. Finalement, ils ont été plutôt très partants, plutôt très enthousiastes à l'idée de cette célébration. À la fin, il y en a même qui m'ont dit... C'était presque pas assez ésotérique. Ah oui. Ok. Eh bien, je reviendrai pour une seconde édition. Voilà, donc en fait, il y a aussi ce côté désacralisé, ce que ça peut être un rituel. Je pense que derrière les termes, il y a beaucoup de choses qui font peur. Tout à fait. Voilà. Et après, ça dépend, oui, ça dépend du contexte. Parce que, exemple plus récent, d'une célébration de la fin d'un projet, d'ailleurs, de quelqu'un que tu connais. Élise. Voilà, où c'était la fin d'un projet entrepreneurial très important, qui a pris beaucoup de place et qui a été même voilà, le petit voyage initiatique de sa créatrice. Bon, bah là, en fait, on pouvait s'autoriser beaucoup plus de choses parce que déjà, à la base, on était dans un milieu où l'idée, c'était de lever des tabous, l'idée, c'était de parler vrai, etc. Donc là, il y avait vraiment... on pouvait aller plus loin d'emblée dans ce qu'on pouvait dire, dans les sens qu'on pouvait utiliser, les sens... Enfin, voilà, on a eu l'ouïe, etc. On a pu... voilà, prononcer à haute voix le nom de certaines victimes qui n'en sont plus, etc. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui étaient très marquées, mais qui étaient très OK. Et la réaction des gens a été plutôt d'assumer d'être très ému, d'assumer d'être très engagé en fait dans ce moment-là. Donc oui, ça dépend vraiment des contextes. Et justement, qu'est-ce qui va rendre le rituel impactant? Parce que là, dans tes deux exemples, on est allé chercher des émotions, des choses différentes. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné dans ces deux cas? Je fais une petite réponse de Normand, mais non, mais en fait, il n'y a pas de recette magique. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de ça, je peux le plaquer n'importe où et ça va fonctionner. Ça n'existe pas. D'où le sur-mesure et. Mais oui, mais c'est peut-être ça que j'aurais dû dire quand je me suis présentée, c'est que en fait, il y a la partie visible du métier qui est la cérémonie, qui est la célébration ou parfois la mise en récit seulement. Mais ça, c'est vraiment que la partie visible. Et en fait, il y a une grande partie, peut-être plus grande, qui est la préparation et qui est la phase de questionnement et la phase d'interrogation sur quelle est l'intention, quel est le message, dans quel contexte ça s'inscrit, dans quel environnement on arrive, quel est le langage, l'ADN de cette entreprise. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait émerger un rituel qui va être puissant, qui va être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, et où on place le curseur au bon endroit aussi. Mais il n'y a pas de... Enfin, s'il y avait une recette comme ça qui peut se plaquer un peu partout, ce serait dommage quelque part. C'est ce que j'allais dire, on perd le charme. Bah oui, oui. Et puis, parce que finalement, ce qui compte, et ça c'est vrai chez les pros et c'est vrai chez les particuliers, enfin, en tout cas de mon point de vue, ce qui compte, c'est ce moment de préparation, parce que ce moment de préparation permet de faire émerger la conscience de pourquoi on fait ça, pourquoi on est là, pourquoi on a cette intention. Et c'est parce qu'on est conscient que naturellement, qu'il y a des évidences qui vont émerger. Et c'est aussi parce qu'on est conscient que sur le moment, en fait, on est complètement aligné, complètement incarné, et qu'il y a quelque chose où on est présent, quoi, où on ne se sent pas déguisé, où on se sent pas... voilà. Est-ce que tu penses que les rituels, ils évoluent avec le temps, avec les tendances un peu sociétales, etc. Ou est-ce que, justement, on a un peu une continuité? Eh bien, oui, alors c'est là qu'on refait la différence entre rite et rituel, je pense, mais les moments de célébration, les passages qu'on a envie de célébrer, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu immuable, d'un peu invariable, bien que... il y a des choses qui se développent. Bon, il y a un recul du religieux, en tout cas, peut-être pour parler que de la France, là, mais il y a un recul du religieux qui fait qu'il y a une place plus importante pour les rites dits laïques, c'est-à-dire non pas anti-religieux, mais en tout cas
il y a une Sans liberté. Il peut y avoir des connotations en fait, parce que c'est des moments qui sont par nature qui sont libres, donc où toutes les croyances en fait peuvent s'exprimer, mais qui sont des moments qu'on construit. Donc donc il y a quand même cette tendance à la cérémonie donc dite laïque. Moi je parlais de cérémonie symbolique au départ, mais dans le mariage, dans le deuil. Dans les naissances, enfin dans tous les passages de la vie personnelle. Après, il y a aussi, je pense, une tendance sociétale au ce qu'on appelle le développement personnel. Alors, et qui conduit en fait à célébrer de nouvelles choses. Et c'est important parce que je lisais un truc de Boris Cyrulnik que j'adore dernièrement qui disait, je pense à juste titre, que le côté développement personnel, enfin le piège, c'est un peu l'isolement finalement. À force de se développer personnellement, on est de moins en moins en lien. Alors du coup, ces moments de célébration, ils permettent de recréer ce lien, et donc il y a un peu des mouvements, voilà, autour de la féminité. Là, on parle de féminin sacré, de choses. Enfin, il y a des cercles, je pense à ça là, mais bon, enfin, il doit y en avoir d'autres, mais enfin, il y a des mouvements comme ça de société. Moi, je m'intéresse aussi pas mal à l'idée de guérison, et je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi peut-être besoin de célébrer. Mais en tout cas, oui, il y a des tendances comme ça, il y a des mouvements dans le. Ouais. Et en entreprise, ça commence. On commence à parler d'émotions, ce qui était vraiment, je pense, le mot. Enfin, c'est un peu l'équivalent de Voldemort dans l'entreprise jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais voilà, on commence à parler d'émotions. Le sens prend évidemment beaucoup de place dans les réflexions des RH, dans les réflexions des managers, sur comment est-ce qu'on prend en considération ces mouvements-là plus larges dans le cadre du management. Et justement, un organisateur d'événements pro, s'il veut mettre en place une cérémonie, une célébration dans son événement, par où doit-il commencer? Par s'interroger. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais oui, on doit commencer par se poser la question de qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message, quelle est notre intention en fait avec la construction d'une, quoi qu'on l'appelle, cérémonie, rituel, célébration. Si on a envie d'y donner du sens et de créer un moment comme ça, mis en scène, écrit, voilà, on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut produire chez les personnes qui vont y participer. D'ailleurs, qui va y participer? Et voilà, il faut forcément réfléchir à l'intention, et c'est tout l'objet en fait. Oui, en tout cas moi de ce que je fais, c'est tout l'objet de ce métier. Si c'était pour plaquer à chaque fois des choses comme ça, n'importe où, n'importe comment, sans réfléchir à pourquoi. Moi, en tout cas, j'aurais aucune valeur ajoutée. Est-ce que tu as justement peut-être un ou deux exemples de petits rituels qu'on pourrait mettre en place assez facilement, mais avec un impact puissant dans un événement? La question, il y a question à $100, mais pour les mêmes raisons, quoi, parce que ça dépend. Mais après, il y a des petites choses, je sais pas, ça peut être un hymne, ça peut être moi j'aime bien les mots qu'on reçoit par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Donc j'aime bien l'idée d'aller piocher des choses et en fait de pouvoir se l'approprier, parce qu'il y a toujours un côté, on se raconte toujours sa propre histoire en fait dans un moment rituel. Moi, il y a un truc que j'adore, mais alors c'est pas un petit truc parce que ça prend un peu de temps, mais il y a un truc que j'adore qui est la bibliothèque humaine. C'est-à-dire C'est l'idée au même titre que dans une bibliothèque, on va choisir un livre et qu'on le choisit un peu en fonction de son titre et que on va découvrir ce qu'il y a derrière le titre. Et là, c'est pas un livre, c'est un humain. D'accord. Et donc qui a un titre. Ok. Et on l'emprunte. Et puis on discute avec lui pour qu'il nous raconte son histoire et
et qu'on découvre ce qu'il y a derrière ce titre. Et bon, voilà, c'est une façon de créer du lien et aussi d'aller déconstruire peut-être les a priori qu'on peut avoir sur un collègue, un patron, voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dans un rituel? Est-ce qu'il y a des choses justement qui viendraient contrer un petit peu oui, il y a des erreurs à éviter. Dans le process de comment on fait, les erreurs à éviter, pour moi, c'est choisir sur catalogue, c'est-à-dire toujours un peu la même chose, mais ce côté, on va plaquer quelque chose, donc on le choisit parce que c'est joli ou parce qu'on l'a vu chez quelqu'un d'autre, on s'est dit que c'était bien et donc on le plaque. Et donc, pour moi, l'idée de catalogue n'a aucun sens. Peut-être qu'une erreur, ce serait aussi de négliger la forme, parce que, alors là, je pense plutôt à la vie perso, mais parce que parfois, on imagine des choses qui sont très belles comme ça en théorie, et puis finalement, le fait de négliger la manière de le mettre en scène, les objets qu'on utilise, les gestes qu'on va poser autour, le rendent moins précieux, et du coup, on passe un peu à côté aussi de ce qu'on a voulu imaginer avec ce rituel-là. Et puis en fait, peut-être que le plus grand piège, c'est de penser qu'on doit, c'est-à-dire qu'on doit mettre des rituels partout, ou en tout cas, et là je pense aussi au mariage, mais il y a un peu cette espèce de mode de... C'est ce que j'allais dire, de cérémonie... Ouais, mais du coup de restandardiser un peu des cérémonies avec justement des espèces de catalogues de rituels où on voit toujours les mêmes choses et toujours expliqué de la même façon et toujours, etc. Et en fait, ça induit un peu l'idée chez certaines personnes, parce qu'en plus, il faut bien imaginer que c'est un one-shot, donc par définition, les gens ne se sont pas intéressés au sujet avant. Donc en fait, quand on leur dit, tiens, il faut choisir des choses un peu sur catalogue comme ça, où forcément il faut faire un rituel dans la cérémonie, on imagine toujours de réinventer une espèce de petite... de truc. Non, mais un petit moment comme ça mis en scène, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, alors qu'en fait l'idée c'est plutôt d'avoir un fil conducteur cohérent, un symbole qui peut parfois être filer toute la cérémonie. Et puis quand je dis penser qu'on doit, c'est aussi ne pas réinterroger l'idée que tout est rituel. C'est-à-dire que typiquement dans un mariage, il y a plein de gens dans une cérémonie laïque qui se disent je dois mettre du sable dans un vase ou je sais pas quoi. Mais ils n'imaginent plus que d'échanger des alliances est un rituel, alors que c'est le rituel traditionnel du mariage par excellence, et qu'on peut en faire plein de choses très belles en se le réappropriant aussi et en n'ayant pas du tout la même manière de le vivre que dans un protocole classique. Et donc, le côté on doit forcément, pour moi, est un piège. Ouais. Voilà. Ça marche. Comment tu penses que ça va évoluer justement? Là, tu parlais de cette tendance un petit peu des cérémonies pour le mariage, etc. Comment tu penses que les cérémonies, de manière générale, vont évoluer dans les années à venir? Est-ce que justement c'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer et qui deviendra quelque chose de commun, ou est-ce qu'à l'inverse, tu penses qu'il faut encore du temps pour que ce soit intégré je pense, alors ça dépend peut-être du moment. Dans le mariage, la cérémonie laïque clairement prend de plus en plus de place, donc je pense que ça va continuer de se développer. Mais la différence, et pour avoir participé là, il n'y a pas longtemps au premier événement national qui était dédié aux officiants de cérémonie, je vois quand même le vent un peu tourner. Je vois qu'on est quand même à un moment charnière, il y a une quinzaine d'années de recul. Et en fait, c'est ce moment où, à l'inverse d'il y a quelques années, où c'était une nouveauté pour tout le monde, tout le monde découvrait dans une assemblée, il y avait très rarement des personnes qui avaient déjà participé à une cérémonie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc je pense que non seulement ça se développe en nombre, mais en plus, il va y avoir vraiment plus l'idée de... j'aime pas trop dire ça, mais de comparaison, c'est-à-dire de pouvoir voir ce qu'on vit dans une cérémonie, ce qu'on vit dans une autre, et de pouvoir mesurer davantage ce que ça signifie que de vivre une expérience de préparation,
de construction d'une cérémonie sur mesure et que justement on va pouvoir de plus en plus faire la différence entre les approches. Et donc je pense que les personnes, enfin les officiants de cérémonie qui ont une approche de création et de proposer une expérience d'accompagnement vont prendre plus de place parce que quelque part on va plus mesurer ce que ça signifie, ce que ça apporte et toute la profondeur que ça peut apporter le jour du mariage. Après, dans le deuil, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'alternatives à ce qu'on connaît du protocole qui est proposé par les pompes funèbres classiques, mais des alternatives que ce soit sur le matériel et sur les choses très pratico-pratiques, que sur les lieux de célébration, que sur justement les gestes rituels qu'il peut y avoir autour. Les funérailles laïques, ça commence à prendre plus de place. Mais je crois aussi qu'il y a un changement de temporalité dans le deuil, c'est-à-dire qu'on envisage davantage d'anticiper ces funérailles. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper chouette. En tout cas, de s'approprier des choses, de se dire, OK, on a aussi cette possibilité d'anticiper pour transmettre des messages, pour s'approprier des choses, pour soulager aussi, d'ailleurs, ses proches. Donc, d'anticiper et aussi d'avoir des cérémonies que moi j'appelle de mémoire, mais c'est-à-dire qui ne sont pas dans le temps des funérailles, où on a par définition très peu de temps, donc on n'est pas forcément disponible physiquement, mais aussi émotionnellement pour préparer quelque chose vraiment. Et donc je crois aussi qu'il y a beaucoup ce changement de temporalité sur l'après et sur se dire ok, ben, on prendra le temps, mais finalement on reprendra, enfin oui, on se réinvestira dans une cérémonie de mémoire qui vient après, qui est peut-être dans un lieu qu'on a choisi, avec des personnes qui n'ont pas forcément pu venir et qui veulent s'investir dedans. Donc je pense que ça, c'est en train les lignes sont en train de beaucoup bouger sur la partie deuil. Puis après, en entreprise, ouais, je croise les doigts pour que aussi ça fasse son chemin, mais je crois beaucoup que, là je lisais un article encore ce matin sur le management par le cœur, et je crois beaucoup que ça en fait partie, et que c'est pas seulement une histoire de posture éthique et de posture philosophique de c'est bien, c'est mignon, c'est joli, il faut être gentil avec les gens. Même pas ça, c'est aussi des managers pragmatiques qui comprennent aussi que la performance, ça ne se décrète pas et qu'on n'est pas engagé comme ça parce qu'on claque des doigts, on est engagé parce qu'on se reconnaît dans une histoire, dans des valeurs, dans quelque chose qui est porté à tous les niveaux de management et qui incarne aussi des valeurs. Parce que les valeurs, voilà, il y a souvent des valeurs affichées, mais après, comment est-ce qu'elles se manifestent et comment est-ce qu'on les incarne? Est-ce que c'est pas aussi par là que ça passe? C'est-à-dire, là, on parle d'inclusion ou on a une valeur d'inclusion, le fait de célébrer les personnes qui partent à la retraite, par exemple, et au lieu d'imaginer ça comme un problème de l'agisme, etc., plutôt de l'imaginer comme une période de transmission, de patrimoine de l'entreprise. Ça peut être des choses comme ça. C'est aussi l'éco-sensibilité. Quand on célèbre et qu'on prend le temps de proposer à ses collaborateurs, mais aussi à ses partenaires, ses clients peut-être, mais un moment de célébration, un moment de sens, un moment dans lequel on raconte une histoire et dans lequel on valorise tout le monde et on fédère, c'est aussi une manière de dire, finalement, quand on célèbre, on n'est pas que là pour consommer. C'est bien de faire la fête, je n'ai rien contre le champagne et les petits fours, attention. Mais c'est aussi une manière d'incarner ces valeurs-là que de dire, il n'y a pas que la consommation, il y a aussi ce qu'on vit ensemble, il y a aussi les expériences qui créent du lien. Et ça a de la valeur. Super intéressant. Dernière question que je me pose, c'est est-ce que toi, tu mets en place des rituels dans ta vie perso? Quel est le lien que tu attaches à ce rituel dans ta vie à toi? Les cordonniers, tout ça? Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des petites, il y a des petites choses auxquelles je suis attachée. Alors, il y a l'idée, tu disais tout à l'heure, c'était off caméra, je crois, mais enfin, tu me disais qu'il y avait des choses qui étaient, que le rituel, c'était aussi des choses qui étaient répétitives dans un quotidien et tout ça. Et ça, moi, j'en ai pas tant. Ok. Sauf peut-être
là je vais faire peur un peu, mais la pratique du memento mori. Je prends quasiment tous les jours un moment pour penser au fait que je vais mourir et que donc je prends conscience de la chance que j'ai dans ma vie. Bon, donc ça c'est un truc, voilà. L'ambiance est tout d'un coup. Non, mais après c'est ce que tu disais aussi, c'est que il y a ce côté transmission qui passe par là aussi. C'est qu'est-ce que je veux laisser, voilà, donc c'est pas négatif de. Non, pas du tout. Au contraire, justement, c'est vraiment un moment. Non, mais c'est parce que la mort. Voilà. Mais le memento mori, ça vraiment, au contraire, c'est un truc plutôt assez joyeux de se dire, enfin, de mettre la lumière sur ce qu'on a avant de mourir. Après, je suis très sensible à l'idée de tatouage en tant que rite de passage. Ok. Moi, perso, j'ai mes grands-mères avec moi. J'ai mon grand-père avec moi aussi, je te rassure. Faudrait qu'on en parle. C'est ça. Voilà, et puis non, et après, c'est des choses plus quotidiennes. Chaque anniversaire de mes enfants, je leur fais faire un petit voyage. Trop bien. Voilà, enfin des choses comme ça, quoi. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Laurence, parce que on a pu voir quelle était l'importance de la mise en place, en tout cas de cérémonies, de rituels pour donner encore plus de sens à notre vie. Et je trouve que ça donne envie de mettre en place tous ces petits symboles-là. Moi, j'ai une dernière question à te poser avant qu'on se quitte. Alors, ne me regarde pas comme ça. Je te jure, ça va aller, Laurence. Ah, mais je te fais entièrement confiance. Quel est l'événement auquel tu rêverais de participer ? Alors, aussi bien dans un cadre pro, en tant que, justement, officiante, ou à l'inverse, dans un cadre un petit peu plus perso. On a le temps, là. On a le temps, tout va bien. Alors, sur la partie perso, je te disais tout à l'heure, il y a une chose qui me tient à cœur pour différentes raisons, c'est de travailler sur la guérison. Et je pense que j'aimerais célébrer la guérison d'une personne, sa résilience, ce moment où on reprend son souffle. Et à titre pro, il y a plein de choses que j'aurais envie de célébrer. Peut-être que l'idée d'une transmission, enfin, je suis assez sensible à l'idée des entreprises familiales, des choses qui se transmettent un peu de génération en génération, où il y a à la fois l'enjeu de perpétuer la tradition, mais aussi de se réinventer, de renouveler, et puis d'être fidèle aussi à la personne qui reprend, et donc de célébrer un peu cette idée de transmission. Je crois que c'est un truc qui me plairait pas mal. Parfait. En tout cas, si vous voulez découvrir davantage sur le travail de Laurence, n'hésitez pas à aller voir son site internet qui est tout beau, tout neuf, tout propre. Tout beau, tout neuf, tout propre, ouais. Et également sur ses réseaux sociaux que je vous partagerai. Laurence, encore merci. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager, bref, amusez-vous, je compte sur vous. À bientôt!